We're broadcasting. Tania, c'est à vous. On transmet en live. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à ce webinaire que EvidenceAid et l'Organisation panaméricaine de la santé ont organisé ensemble pour présenter la nouvelle collection d'EvidenceAid et l'OPS sur les systèmes et services sanitaires dans le contexte de catastrophes et d'autres réponses à des urgences sanitaires. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons être ici pendant 1 heure. On va commenter et connaître un peu plus sur cette collection. Nous avons plusieurs experts qui vont nous parler et avec lesquels on peut discuter sur les collections systémiques. On va vous donner quelques instructions sur la méthodologie du webinaire. Je m'appelle Daniel Camillo, je suis spécialiste en communication du département d'urgence sanitaire dans l'EPS. Aujourd'hui, vous aurez accès à interprétation simultanée. Nous avons interprétation en espagnol, anglais, portugais et français. Et vous pouvez accéder à l'interprétation en cliquant sur le bouton qui est en bas à droite de votre écran. Nous avons aussi l'interprétation au langage des signes. Nos interprètes notre interprète de langage de signes sera fixé à votre écran tout le temps. Pour les questions, s'il vous plaît, utilisez le bouton Q et A qui est aussi dans la introductorios a cargo de varias introduction par plusieurs représentants de l'OPS. Je voudrais présenter le Dr. James Fitzgerald, qui est le directeur du département des systèmes et services de santé dans l'OPS. James, bonjour. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette initiative tellement importante qui est essentielle, à mon avis, pour le développement à venir des système de santé plus résilient qui est la capacité de répondre aux défis à venir, non pas seulement en termes de pandémie, mais aussi de plusieurs urgences sanitaires et un besoin croissant de garantir une couverture de santé universelle. En tant qu'organisation, nos États membres ont adopté une politique pour promouvoir le développement de systèmes de santé résilients qui nous permet de regrouper en fait le progrès en termes de santé pendant la pandémie et qui va résumer les objectifs atteints en termes de santé universelle. Nous sommes dans une période particulière. Nous espérons que ce soit une période de transition pour accélérer donc une meilleure prise en charge sanitaire. Donc, on avance vers les objectifs de santé universelle. En même temps, nous avons une politique de recherche médicale. Tous les médecins ont convoqué les chercheurs pour avoir des preuves pour prendre des décisions éclairées. Nous avons vu le défi auquel on doit faire face, des misinformations, des informations faussées ou erronées. Tout ça, en fait, contribue à la prise de décision pour renforcer le système de santé. Nous avons priorisé des informations avec nos collègues de EvidenceAid, ce qui nous permet d'identifier et de résumer les meilleures preuves qui vont appuyer les décisions éclairées pour les systèmes de santé. Mais aussi, on a pu faire une cartographie des points existants pour prioriser la recherche à venir. Alors, le travail qu'on a fait avec notre partenaire EvidenceAid, c'est pour vous proposer plus de 100
sujets priorisés par des experts avec des capacités spécifiques dans la gestion des urgences sanitaires et l'accès à l'égalité en termes de santé. Quelque chose d'essentiel dans ce processus a été l'équité. Vraiment, on se centre sur les populations les plus vulnérables, comment elles sont touchées par ces pandémies. On a donc centré nos initiatives, nos décisions là-dessus pour pouvoir reprendre ou transférer ou prendre en compte leur situation particulière. L'OPS Evidence Aid a collaboré pendant plus de 10 ans et cette collection a été développée en coordination avec les unités de système de santé, avec les services d'accès à la santé aussi, et bien évidemment aussi avec nos collègues dans les équipes des urgences sanitaires, dont la présence est représentée par le docteur Ciro Ugarte, qui est le directeur de ce département en question. On travaille avec d'autres leaders dans la gestion des urgences pour assurer une réponse humanitaire aussi. La collection qu'on va vous présenter aujourd'hui va répondre à des questions telles que l'accès, la politique de prise de soins, le financement, la gouvernance, la prestation des services sanitaires, entre autres, sont particulièrement importants pour le contexte de la région des Amériques et ça va couvrir des aspects relatifs à l'équité en termes de santé. Nous sommes tout à fait conscients du fait que nos systèmes de santé doivent continuer à se développer vers ce qu'on appelle la capacité en recherche, avec une résilience pour que les systèmes de santé puissent se propager rapidement dans les temps, dans les délais nécessaires. Il faut qu'il y ait un lien avec justement la résilience climatique aussi. Il faut s'assurer que dans ce contexte de pandémie, on peut garantir la continuité de la prise en charge sanitaire. On est très content de pouvoir vous présenter cet outil. Nous savons que c'est une collection qui va se développer et en 2022, nous sommes sûrs de pouvoir soutenir ce travail. C'est un élément très important pour aider nos pays membres dans l'analyse, dans la génération des preuves pour prendre des décisions éclairées. Donc, merci beaucoup et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Fitzgerald, pour vos commentaires pour introduire ce séminaire. Maintenant, nous aurons Dr. Ciro Ugarte, qui est le directeur d'urgence sanitaire dans l'EPS. Il va nous faire quelques commentaires d'introduction aussi. Bonjour, docteur. Bonjour, Daniel James et chers collègues d'Evidence Aid et d'EPS, des collègues des pays qui sont en train de participer et des institutions qui collaborent avec le travail de notre institution. Je voudrais remarquer l'importance du développement scientifique, mais aussi de chercher des évidences de tout ce qu'on fait. En suivant ce que James a dit, je voudrais dire que ce travail qui est fait à l'organisation, particulièrement pendant les urgences, est lié aux résultats vrais, réels, pratiques. Comment on traduit les politiques, les plans, les idées, les stratégies dans quelque chose de tangible et qu'on puisse observer, mesurer et de telle façon ajuster nos orientations. Ceci a une importance très grande dans des thèmes d'urgence parce que, comme vous savez, dans les urgences, qui est le plus grand l'urgence, le plus complexe. Et il est difficile de définir les actions qui résulteront en bénéfice de la population touchée. C'est pourquoi, dans un processus d'analyse, pas seulement de l'évidence que nous avons déjà, mais aussi travailler, construire des évidences sur le champ
Et pendant cette pandémie très prolongée, par exemple, une grande partie de ce qu'on fait est le résultat d'une collaboration intense entre ceux qui produisent l'information, c'est-à-dire les données au service de santé, aussi dans le secteur social qui participe dans la riposte aux urgences, qui est, comme vous savez, sectoriel, et utiliser ces données pour produire l'information. Et cette information doit être validée. Le fait de trouver quelques éléments, par exemple l'utilisation des masques. Je me rappelle qu'on a intensément travaillé avec des experts de USDA, l'université de Durham, Cochrane, etc., et d'autres universités parmi le monde, dans le monde, ont été quelque peu évidence de la protection des masques vis-à-vis les particules respirables. L'origine, c'était une protection contre les cendres des volcans. Mais ceci nous a aidé à déterminer l'utilisation du type de masque pour protéger la population. On sauve des vies, on contrôle des urgences de santé publique, on réduit la souffrance et il faut mesurer tout ça. Combien de ça pour la réduction de risques de catastrophes, l'incorporation des populations indigènes et d'autres politiques qu'on a, combien de ça vraiment a un impact favorable et comment peut-on continuer avec ces politiques ou les ajuster au fur et à mesure qu'on a plus d'évidence. C'est pourquoi ce séminaire est très important. Et il va au point central qui est le bien-être de la population, la santé de la population. Et son bien-être, c'est le but central de tout ce qu'on fait. Et on a besoin d'évidence pour ce faire. Merci beaucoup, Dr. Ugarte, pour cet important message. Avant de commencer avec le panel que sera le centre de notre méthodologie, nous aurons d'abord Mike Clark d'Evidence Aid, qui est le directeur émérite de Evidence Aid, nous va présenter la collection. Je voudrais rappeler tous qui ont accédé au webinaire que vous pouvez avoir accès à l'interprétation en cliquant sur le bouton Merci, d'interprétation en bas professeur de Clark. votre Bonjour, écran. je vous cède la parole pour que vous puissiez Professeur commencer Mike votre Clark, vous présentation pouvez commencer sur la avec collection votre Evidence Aid. présentation. Merci beaucoup, Tania. Merci à James, à Ciro aussi pour ces paroles de bienvenue très chaleureuses. Vous avez dit comment on a travaillé ensemble et pourquoi pour fournir des preuves afin pour que les gens puissent avoir accès à ces preuves-là. Je vais vous dire un peu, vous parler un peu sur ce projet. Alors, avoir accès à des preuves fiables. Comment utiliser ces preuves-là? L'idée, c'est d'utiliser ces preuves-là pour avoir un meilleur service, des meilleurs services sanitaires. C'est le travail qu'on a fait ces 2 dernières années. On a pour arriver à une couverture de santé universelle. Je suis un chercheur académique. Je génère des preuves de haute qualité. Et ce qu'on fait dans ce projet, c'est de rendre ces preuves-là plus accessibles. Alors, Evidence Aid, nous essayons d'améliorer l'accès à des informations fiables pour soutenir les décisions éclairées avant, pendant et après les catastrophes et les urgences sanitaires. Quand on parle de catastrophes, du fait de la nature, ça peut s'agir aussi, il peut s'agir de défis liés à la migration,
du fait du changement climatique, de la COVID, de la pandémie de la COVID-19. Nous devons aider les décideurs, les praticiens, les patients à recevoir et fournir la meilleure prise en charge possible. Evidence Aid, en tant qu'organisation, est établie à Cochrane. Après le tsunami dans l'océan Indien. L'idée, c'est d'aider, on organise des formations. Nous avons travaillé avec l'OPS pour améliorer l'accès aux preuves. Nous avons vraiment fondé cette collaboration. Nous sommes inscrits en tant qu'organisation caritative. En 2015 au Royaume-Uni et en 2019, on a signé un protocole d'accord avec l'OPS, mais on travaillait déjà ensemble pendant plusieurs années. Nous reconnaissons, donc, il s'agit d'une reconnaissance conjointe de l'importance des décisions éclairées. Alors, nous avons besoin d'une recherche de haute qualité. Ça, c'est important pour les urgences sanitaires et face aux catastrophes. Nous avons besoin d'un examen systématique de cette recherche où toutes les preuves sont rassemblées, toutes les preuves pertinentes pour fournir justement des preuves solides pour les décideurs. Ces décideurs-là ne peuvent pas perdre du temps à chercher les preuves par-ci, par-là. Tout doit être rassemblé. Parce que les résumés, on peut avoir des résumés qui ont des longueurs mais énormes. Il ne s'agit pas de ça. Donc, dans ce travail, on met l'accent sur les systèmes sanitaires ou de santé résilients. Évidemment, nous avons des collections spécifiques, ciblées, des collections, des preuves autour de différents sujets. Pendant les 2 dernières années, on a préparé des preuves par rapport au COVID-19. Certaines collections sont déjà accessibles. On a vraiment plusieurs centaines d'examens. On a des milliers même de collections sur le COVID-19. On a des collections sur les réfugiés, sur les demandeurs d'asile aussi, sur la malnutrition, les traitements de la malnutrition, des tempêtes de vent, les tremblements de terre et sur les systèmes de santé résilients aussi. Donc, dans la phase 1, cette phase a eu lieu dans la deuxième moitié de 2021 et on a hâte d'arriver à la phase 2 pour pouvoir continuer à travailler. Alors, nous avons eu besoin d'identifier les examens pertinents. Il y a une amélioration des résumés d'Evidence Aid. Il y a une amélioration de la page web d'Evidence Aid pour qu'elle soit plus accessible. On a dû préparer les résumés, on a publié les résumés aussi. Cela pour que vous ayez une idée des bases, en fait, d'Evidence Aid jusqu'au lancement aujourd'hui. Donc, l'identification des examens pertinents, un des défis pour les décideurs, c'est de trouver ces preuves-là. Il y a le défi aussi des études individuelles. Mais les examens, en fait, on peut les trouver un peu partout dans la littérature, dans des centaines de pages web. Donc, le premier pas, c'est d'essayer de trouver les examens pertinents et les passer au crible et savoir repérer lesquels sont vraiment pertinents. Nous avons divisé le travail après la prioritisation. On a abordé quelques sujets. Dans la phase 1, la télémédecine, sur place ou à distance. Ça est devenu vraiment pertinent du fait de restrictions du COVID-19. C'est une des façons d'améliorer un accès équitable à la santé pour ceux qui sont les plus vulnérables. 900 registres ont été identifiés lors des recherches. En ce qui concerne les migrants, 200 registres. On a passé au crible 1240 registres. On a identifié lesquels étaient vraiment pertinents.
Donc, ce sont des chiffres énormes qu'on doit passer au crible. Vous, les décideurs, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Les capacités pour fournir des services de santé dans des zones rurales, la protection du personnel sanitaire, la protection de la santé mentale des travailleurs, du personnel de la santé et la santé mentale des victimes des catastrophes et des urgences sanitaires. Donc, c'est encore des preuves qui est un peu partout, qui doit être rassemblée. Et on a donc tout un nombre de preuves qui sont passées au crible. Alors, nous avons pu améliorer les résumés. Par rapport aux citations, on a des liens pour avoir accès aux examens. Nous mettons l'accent sur le fait que ces ressources vraiment doivent être d'accès gratuit. On a ajouté aussi le financement des examens. Nous avons conservé de quoi s'agit cet examen en question, quel est le sujet, quelles sont les méthodes de l'examen, les principales conclusions, et puis on a ajouté aussi les implications. D'après les auteurs de l'examen, quelles sont les implications? Et puis, on a ajouté, comme je l'ai dit, cette question de l'équité. Ce sont tous des composants très importants dans la couverture. Par exemple, la couverture universelle de santé. Garantir que tout le monde puisse avoir accès aux services de santé, à la prise en charge sanitaire. Donc, on a rendu ces résumés où on les a améliorés, on les a rendus davantage accessibles. Ça requiert aussi l'amélioration des pages web ou de la page web. On a regroupé les résumés par catégorie. On a fait des liens croisés avec d'autres catégories. Par exemple, si on a quelque chose sur la résilience des systèmes sanitaires, on peut trouver quelque chose de pertinent pour le COVID-19 aussi ou pour les prestations sanitaires après une tempête de vent, par exemple. Donc, on a pu inclure une sorte de fenêtre dans d'autres portails pour que peut-être vous êtes sur la page de l'OPS ou sur une autre page. Grâce à cette fenêtre, à cette portail, vous allez pouvoir avoir accès au résumé. Puis, on a la capacité de télécharger ces résumés et les citations aussi des examens, d'avoir aussi ces résumés en tant que texte brut. Puis, dans la préparation des résumés, on doit reconnaître le travail des gens qui nous ont aidés dans ce projet. On a eu des membres clés de notre équipe. On a pu organiser la logistique avec Jasmine Saïd et d'autres personnes. On a travaillé avec des chercheurs seniors aussi pour pouvoir garantir que ce que nous préparions, c'était ce dont vous aviez besoin. Puis, on a travaillé sur la traduction vers le français, le portugais, l'espagnol des résumés et on a publié ces preuves-là sur evidenceaid.org. Donc, on a vérifié la fiabilité, l'accessibilité de ces résumés-là. Comme James l'a dit, 124 résumés ont déjà été publiés. Ça fait partie de la phase 1. On aborde là plusieurs domaines prioritaires, dont 17 pour la télémédecine. Maintenant, on a plus de 100 parce qu'il y en a qui relèvent de plus d'une priorité. On a le sujet des migrants, le renforcement des capacités pour des zones qui habitent dans des zones rurales, la protection de la santé du personnel sanitaire, la protection de la santé mentale du personnel de la santé, protéger aussi la santé mentale des victimes des catastrophes. On a plus de 100 ressources accessibles. Donc, qu'est-ce qui va bientôt arriver? C'est un processus continu. On a besoin de plus d'amélioration, plus de
sources ou de ressources. On va aborder plus de sujets. On doit inclure plus de priorités pour l'OPS. Donc, toutes les questions auxquelles font face les Amériques, le changement climatique, la migration, il faut faire des améliorations pour ajouter les implications depuis la perspective des décideurs. Il faut avoir leur retour. Et puis, il y a une collaboration en cours avec l'OPS pour que ces collections soient aussi utiles que possible dans les Amériques et il faut renforcer leur pertinence mondiale aussi. Parce que les intervenants qui vont parler tout à l'heure peuvent nous dire comment est-ce que cela va devenir un outil mondial. Donc, voici le lien pour la collection. J'ai choisi de ne pas prendre des exemples individuels. Je vous ai dit, il y a plus de 120 résumés sur le site qui abordent différentes questions qui peuvent intéresser vous, n'importe qui, pour améliorer, pour avoir des systèmes de santé résilients. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur Clark. Merci beaucoup, professeur Clark. Je vous ai mis ici sur le chat le lien que Mike a mentionné, la collection détaillée avec toutes les fonctionnalités et possibilités à niveau méthodologique, technique et conceptuel et stratégique, en cherchant des évidences qui nous permettront d'améliorer la préparation et la riposte dans les services sanitaires pour répondre aux différentes urgences. Et maintenant, je voudrais avoir notre panel. Mike nous a commenté qu'on aura un panel. Nous avons deux expertes avec lesquels on va parler de la perspective globale, mondiale et la perspective des pays, parce que c'est au pays qu'on peut apprécier l'utilisation de la nouvelle collection. Nous aurons Paola Pontoni, directrice d'urgence du ministère de la Santé du Chili, et la docteure Kutsia Uda. Je vous cède la parole pour que vous prononciez votre nom parce que vraiment, je suis gênée de le massacrer. Puisse dire votre nom. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là. Vous avez très bien prononcé mon nom, donc il n'y a pas de souci. Super, merci. Bonjour de Genève. C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée à cet événement. C'est un plaisir de faire partie de ce panel, de partager le panel avec le directeur, la directrice du Chili, Dr Pontoni, et merci de me donner cette occasion de partager un peu sur ce sujet. Merci à l'OPS de m'avoir invité. Alors, je vais commencer avec une histoire parce qu'il faut que je vous présente vraiment mes arguments. C'est pourquoi on a besoin de ces preuves-là. Nous savons que des millions de vies sont touchées par les urgences sanitaires, par les catastrophes tous les ans. Cet impact des urgences, des catastrophes, sont les plus ressentis par les populations vulnérables. Le COVID-19 n'a pas été une exception à la règle. On calcule que le nombre de morts du fait de la COVID-19 en 2020, c'est au moins 3 millions, ce que représente 1,2 million plus de morts que les chiffres officiels. La pandémie a amplifié les divisions, les écarts au sein de la société avec un impact plus disproportionné par les plus vulnérables. Cela arrive dans une période où on doit reconnaître les liens entre la santé des populations et les systèmes économiques sociaux. Nous ne pouvons pas, nous devons établir ces liens-là, mais avec des preuves.
Alors, si bien l'attention du monde s'est portée sur le COVID-19, il y a des populations qui ont dû faire face à d'autres catastrophes, que des ouragans, des tremblements de terre, d'autres crises qui ont représenté vraiment des crises sanitaires pour le personnel de la santé, aussi par rapport à des maladies transmissibles et non transmissibles. Je veux partager quelques chiffres avec vous. D'après un sondage qui a été mené, 91% des pays ont informé sur un certain niveau d'interruption dans le système de santé en 2021. 40% des pays ont informé sur un débordement des services de santé dans la deuxième moitié de 2021. La moitié des pays ont informé sur des interruptions en termes de services de vaccination aussi. Et je partage ça avec vous pour vous dire que ce n'est pas seulement des chiffres en termes d'impact, mais aussi en quel moment de l'année est-ce que cela se produit, parce que cela a des implications. Ces chiffres-là changent la donne tous les jours. En ce qui concerne les interventions, ça a un impact sur les interventions, sur les priorités de recherche. Ça, c'est quelque chose de très important en tant qu'argument. La pandémie a montré cette fragilité partout dans le monde, qui a un impact sur les secteurs socio-économiques des pays, ce qui touche davantage les populations les plus vulnérables qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Il y a ces populations-là sont davantage touchées par les catastrophes et les urgences sanitaires. Ces populations-là risquent différents dangers, en fait, sont face à différents dangers ou risques. Et ces urgences-là, ces pandémies-là exacerbent en fait leur situation déjà en difficulté. Qu'est-ce qui se passe actuellement? La pandémie a touché des populations en situation de fragilité, de conflits, de violence et d'autres vulnérabilités particulièrement différentes, surtout en ce qui concerne les populations déplacées. Donc, on doit affecter des ressources pour gérer ces risques. On doit être préparé pour les risques. Il y a des populations qui font face, malheureusement, non pas seulement à un seul danger, mais à plusieurs. Donc, il faut développer ces systèmes-là d'une façon efficace pour faire face à plusieurs risques. Et ce sont vraiment des points importants dont je parle là. C'est important il est important de prendre tout cela en charge pour organiser, pour planifier nos actions. On a travaillé avec différents pays dans la gestion des risques de catastrophes et cela doit être intégré dans n'importe quelle action en contexte d'urgence. Il faut avoir des évaluations des risques systématiques et cela doit permettre les pays d'agir d'une façon plus anticipée, en fait, pour justement faire une meilleure utilisation des ressources limitées. La gestion des risques de catastrophes permet d'avoir des preuves consolidées, de mettre en œuvre ces évaluations des risques pour mieux programmer ou planifier les actions à prendre. Comme mes collègues l'ont déjà dit, en termes d'atténuation, de relèvement, c'est un sujet qui relève de la résilience des sociétés. Cela comprend aussi un travail dans toutes les installations sanitaires pour améliorer la résilience, avec une attention sur les soins de santé primaires. La résilience des systèmes de santé, comme mon collègue l'a dit, est très importante. La sécurité sanitaire aussi est extrêmement importante. L'adoption d'une approche d'un risque ou plutôt d'une gestion des risques, de tout risque, c'est très important aussi pour assurer une méthodologie durable. Cela peut être atteint aussi ou peut aider à atteindre les objectifs de développement durable.
D'après la OPS, presque la moitié des pays ont mis en œuvre, doivent mettre en œuvre des plans sur longue durée. 40% des pays n'ont pas encore des plans de relèvement déjà mis en œuvre. Donc, c'est le moment parfait pour en parler. Comment utiliser ces preuves qui sont générées dans ces processus de relèvement. Donc, j'ai partagé toutes ces informations avec vous juste pour réfléchir à quel point il est important d'utiliser ces preuves pour la gestion des risques, des catastrophes, des risques sanitaires. Donc, il est important d'avoir ces examens de façon régulière, d'une façon durable. Il faut utiliser, travailler avec des normes, des standards pour rassembler toutes ces informations dans un seul endroit. Comme ça, on aura des informations normalisées ou standardisées pour homogénéiser le travail un peu partout. J'aimerais aussi parler des évaluations de ces preuves-là. Il y a des informations erronées aussi et ça devient un grand défi. L'OMS abordait ce sujet-là. C'est une responsabilité non pas seulement du secteur de la santé. Les systèmes de santé résilients doivent être une tâche de tous les gouvernements. Parce que si autrement, il y a un détriment en fait des systèmes sanitaires. Cette pandémie du COVID-19 nous a touchés vraiment. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les secteurs concernés. Il faut faire des efforts il faut qu'il y ait un travail dans les stratégies de gestion des risques, des catastrophes, des risques sanitaires pour élaborer vraiment un plan de réponse. Ça, c'est une contribution très importante, je dirais, dans le contexte du COVID-19, pour construire de la résilience pour les pandémies à venir. Aussi, j'aimerais souligner qu'il y a un besoin de développer des preuves dans ce domaine-là, les informations, les preuves autour des risques de vulnérabilité et comment présenter les investissements nécessaires aussi. On a besoin des preuves pour recevoir des investissements aussi. Nous avons besoin de prendre en compte toutes les leçons apprises dans ce contexte de pandémie, de vraiment savoir quels sont les impacts qui sont liés, les différents secteurs, leaders. Nous, on doit prendre en compte ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire aussi pour réduire l'impact sanitaire socio-économique pendant la pandémie. Ces preuves-là sont essentielles et sont surtout essentielles pour construire un meilleur avenir, pour que les communautés se préparent, soient préparées face à n'importe quel risque. La gouvernance, c'est aussi un défi. Nous avons besoin de faire tout ce dont on est capable pour vraiment construire le monde d'après-pandémie, pour sauver plus de vies, qu'il y ait moins de souffrances, moins de pertes de vie, d'enfants aussi. Nous avons une seule chance dans notre vie de faire de ce monde un monde meilleur. Faisons-le ensemble. Merci. Merci beaucoup, Dr. Huda. Merci beaucoup pour votre vision depuis l'OMS et le travail que vous faites dans le programme sur urgence sanitaire avec les pays pour améliorer les décisions prises dans chaque pays qui doivent être fondées sur des preuves et reliées à l'administration du risque. Maintenant, je passe au Chili. Nous avons notre autre expert, la directrice d'urgence et sanitaire dans le ministère de la Santé au Chili, Paola Pontoni.
En continuant avec la conversation, je voudrais savoir comment cette collection et ces preuves peuvent impacter le travail du pays. Vous êtes dans la première ligne tous les jours. Racontez-nous comment on peut améliorer notre travail en, en utilisant ces outils. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit, merci beaucoup. Pour donner un peu de contexte sur comment on voit ça au Chili, comme vous le savez, le Chili est un laboratoire de catastrophes, hein. C'est Malheureusement, nous avons beaucoup de catastrophes d'origine naturelle, mais aussi on rajoute maintenant les catastrophes anthropiques et aussi le changement climatique. Euh, Très souvent, on voyait le changement climatique comme une catastrophe différente, mais il y a beaucoup, un grand effet sur la santé des personnes et des écosystèmes. Si l'on voit comme ça, ici, il y a aussi un thème relié aux maladies qui émergent et qui nous font travailler beaucoup pour sauver le plus de vies possible pour revenir à une normalité, une possible normalité. On a des autres maladies qui sont reliées au changement climatique, aux sécheresses, aux ondes de chaleur. On voit réapparaître d'autres vecteurs euh, qui habitent quelques régions au Chili, dans les Amériques et dans d'autres pays, d'autres régions. C'est quelque chose qui est très préoccupant. Du point de vue de cette collection que Mike a présentée, où nous avons le grand avantage de concentrer la connaissance avec les meilleures preuves disponibles dans le même endroit, pour nous qui travaillons tous les jours pour la gestion du risque de catastrophe et avoir cette information par catégorie et un sommaire, etc., nous aide à générer euh, des politiques publiques nouvelles, à renforcer les politiques existantes et les recréer. Et aussi sur le renforcement des services de santé, je crois que ce qui a présenté Mike nous aboutissent dans un système de santé résilient. Si l'on voit les épidémies du changement climatique, etc., et avec plusieurs maladies qui émergent avec tout ça, nous, nous pourrons travailler à générer de nouveaux plans des maladies émergentes euh, dans la région. Et s'il y a des lacunes, il faut aider à travailler sur les choses qu'il faut encore étudier pour améliorer les politiques publiques. Comme on le sait, les politiques santé ont pour but de sauver la plus grande partie des vies dans des politiques pas seulement nationales, mais régionales et mondiales. Euh, Nous savons que la globalité ou la mondialisation du monde aujourd'hui a été claire avec cette pandémie. Le Chili est un endroit très lointain, mais la pandémie nous a touchés très rapidement. Comme la docteure Huda l'a dit, nous avons des conséquences sanitaires, sociales, euh, et à l'appauvrissement d'une partie de la population du pays. Aussi, on génère des problèmes de santé mentale des travailleurs de santé ou des agents de santé. Donc, c'est
Cette base de données est très riche, nous donne une information qui a été déjà révisée, qui nous dit quel est le niveau de preuve auquel on peut s'inscrire pour travailler dans nos politiques. Et si l'on peut continuer à travailler avec l'OMS et l'OPS pour créer d'autres instances de recherche qui puissent aider nos pays à générer pas seulement un système, mais aussi un pays plus résilient aux catastrophes. Il faut changer le paradigme. On travaille beaucoup sur pendant après les catastrophes. La plus grande partie des politiques se réfère aux actions après la catastrophe. Et je crois qu'on doit changer notre paradigme pour un paradigme prospectif et pas réactif. Et il faut apprendre aussi à investir sur ça pour nous préparer et réduire des urgences biologiques, socio, technologiques qui puissent affecter tous les systèmes sanitaires. Merci beaucoup, Paola, pour votre respective dans votre position du ministère de la Santé. Vous pouvez demander à travers le Q&A. Paola, quels sont les domaines ou thèmes qui devraient être inclus dans cette collection? On sait que la collection est vive, qu'elle s'étend, comme on l'a vu dans la séance d'introduction. Mais du point de vue de ton domaine de travail et de ton pays, qu'est-ce qu'il faudrait inclure? Et est-ce qu'il y a d'autres collections d'Evidence Aid qui puissent nous aider à faire le travail technique du pays? Tania, je crois que les ressources que cette base de données d'Evidence Aid a inclut des catastrophes d'origine naturelle, des cyclones, des tremblements de terre, aussi, comme Mike l'a dit, les problèmes traumatisants après une catastrophe pour la population en général, mais aussi pour les équipes sanitaires. Cette pandémie nous a montré comment une catastrophe mondiale comme cette pandémie qui est longue, pas seulement qui commence et finit tout d'un coup. Ceci affecte nos équipes sanitaires. On a généré des preuves que montrent ceci et il faut avancer dans ce défi. Nous avons des informations qui sont très, très initiales et quand on ferme le cycle de cette pandémie, on pourra voir d'une façon rétrospective quelles ont été les choses qui ont affecté la santé mentale et physique des équipes sanitaires et comment ça a impacté le système de santé à cause des absences, des types d'absences, comment on récupère ou rétablit les systèmes de santé, comment on peut créer des systèmes de santé euh, interrompus. Il faut étudier quels ont été les services interrompus à cause de la pandémie. Aussi, il faut faire le suivi de la pandémie en relation avec le cadre de Sendai qui nous demande de mettre, pardon, de donner une valeur aux pertes. Peut-être nous avons des services qui n'ont pas été fournis. Nous avons du personnel de main-d'œuvre touché.
s'il y a des séquelles après la pandémie. Il faut montrer tout ça avec des preuves comme l'OPS et l'OMS ont fait aussi. Renforcer le règlement sanitaire international de telle façon qu'on puisse renforcer ce que le règlement inclut, mais aussi comment nous nous entraidons. Parce que, comme vous savez, les catastrophes ont la tendance à être plus mondiales. Avant, les connexions étaient moins rapides, mais maintenant, on peut avoir une transmission très rapide et on peut être touché par ce type d'événement. Donc, je crois qu'il faut travailler à renforcer quelques lignes de travail et parler des risques aussi. Et nous avons l'impact climatique sur la population. Est-ce que nous avons des études des maladies liées au changement climatique? C'est quelque chose qu'on doit faire parce que ça va nous aider à créer des systèmes de santé plus résilients parce que de cette façon, on sait où investir. S'il faut des équipes plus spécialisées, dans quelle région? Parce qu'on est touché différentiellement. Nous avons, par exemple, des inondations ou des avalanches. Au Brésil, on a vu ça. Et il faut voir comment les systèmes sanitaires répondent à tout ça. Euh, Où est-ce qu'il faut amener nos établissements de santé? Je crois que, et j'insiste, Mike, qu'on attend l'évolution de cette collection parce que je l'ai vue et j'ai été très impactée. J'ai bien aimé de voir la classification que vous avez offert. Aussi, euh, où on doit chercher. S'il y a des études avec peu de preuves, il faut réviser d'autres études et voir comment on peut avancer dans nos pays. C'est un grand outil qui contribue à générer des politiques prospectives et, et pour avoir des systèmes sanitaires résilients. Merci beaucoup, Paola. On a reçu une question pour Dr. Huda. Je vais la lire en anglais. Quels sont les défis, Dr. Huda, les pays doivent faire, à quels défis doivent faire face les pays pour prendre les meilleures décisions dans la gestion des urgences sanitaires et des catastrophes? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est la question du jour, parce que c'est là que la question réside en fait. Et c'est là où on voit l'évaluation. Le principal défi, je dirais, c'est que l'information relative au risque, les informations relatives au risque ne sont pas pertinentes toujours. Donc, c'est un des défis principaux, je dirais, pour que le pays prenne des décisions éclairées, basées sur des preuves. Je crois que c'est pourquoi il est important de créer ce profil de risque par pays, ces informations relatives au risque, les preuves autour des capacités. Le deuxième point, c'est que l'information relative au risque est un peu disséminée complètement, elle n'est pas du tout connectée en fait à la gestion des risques parce que pendant tout ce temps, l'information relative au risque, en fait, il y a plusieurs pays qui recueillent des informations relatives au risque, mais elles restent dans l'académie, on va dire, dans le domaine de la recherche des académiciens. Mais il n'y a pas une véritable mise en œuvre. Donc, il faut combler ce lacune-là. Et ça, c'est un des défis dont je voudrais parler. Un autre facteur très important, d'après mon expérience, dans la région, on a élaboré des méthodologies pour l'évaluation des risques. Donc, nous avons implémenté ces stratégies dans
plus dans 74 pays qui ont leur propre profil de risque. Ils ont priorisé le risque, les actions à prendre, à mettre en œuvre. Donc, il s'agit d'une recherche qui rassemble tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Donc, il faudrait rendre aux pays savoir quels sont les pays qui utilisent ces informations-là, parce que ce sont des informations qui ne sont pas présentées, on va dire. C'est-à-dire, quand le docteur Mike l'a dit, l'importance de rassembler rapidement ces preuves-là et de comment les rendre visibles, ça c'est important. Un autre problème qu'on a remarqué dans les pays, c'est que les pays sont très timides ou très sensibles, en fait, en ce qui concerne le partage de leurs informations relatives au risque avec les autres pays. Mais si vous partagez vos informations, il y a plus d'opportunités de prendre des décisions bien éclairées par rapport au risque. Cela pour toutes les parties prenantes. On aura plus de chances de mettre en œuvre des mesures vraiment liées aux priorités, aux besoins sur place. Je crois que ça, c'est très important. Il est important aussi de voir que les actions basées sur les risques vont être différentes par rapport aux pays. Dans des pays moins développés, le besoin de décisions basées sur les risques va être différent que les actions à prendre dans notre pays. Parce qu'on parle des pays, on peut parler des pays où il n'y a pas beaucoup d'urgence, non, de crise. Alors, il faut évaluer vos risques, identifier vos risques et rassembler vos risques. Je crois que ce sont trois choses que je voudrais souligner. Aussi, docteur Paola a parlé du cadre Sendai. Ce sont des instruments, et d'un autre instrument, ce sont des instruments très importants pour que le pays ou que les pays ont accordé en fait de mettre en œuvre. Ce sont des instruments mondiaux qui soulignent l'importance de l'évaluation des risques au niveau des pays, parce que ça, c'est un grand défi. Ne pas avoir des preuves par rapport aux risques, aux informations liées aux risques. Je crois que prendre en compte il faut prendre en compte tout ça pour la préparation, l'intervention face aux risques, ça c'est clé. Et je crois qu'il est important de créer une gouvernance bien éclairée, basée sur les preuves, pour faciliter davantage le progrès vers la gestion des risques de catastrophes et des urgences sanitaires. Et finalement, je crois qu'il était extrêmement important de non pas seulement identifier le risque de rassembler les preuves, mais aussi utiliser ces preuves-là pour prendre des décisions relatives à l'allocation des ressources, pour la mobilisation des ressources, parce que cette mobilisation des ressources, souvent, n'est pas très connectée, en fait, avec le risque réel. Il faut créer davantage de preuves, plus d'informations pour garantir non pas seulement la génération des informations, mais aussi l'accessibilité à ces informations-là pour prendre des décisions d'une façon plus étroite vis-à-vis des décideurs des ressources. C'est comme ça qu'on peut faire des progrès autour de l'évaluation ou de la gestion des risques de catastrophes, la gestion des risques de catastrophes. Et encore une fois, pour revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas le travail seulement du secteur de la santé. Il faut qu'on travaille tous les secteurs ensemble pour trouver des moyens de vraiment construire cette plateforme pour rassembler tous nos efforts. Je crois que ce que Evidence Aid vient de partager avec nous, on a vu certains secteurs où ils ont créé des preuves, mais il y a encore plus de choses, plus d'efforts à mener. Merci.
Disculpas. Thank you, Dr. Huda. Thank you very much for that recount on a very integral view on how the countries, pour ces commentaires sur comment les pays peuvent utiliser les preuves, non pas seulement en cas de catastrophe, mais aussi pour la préparation, dans le cadre de la préparation, la planification d'une phase de catastrophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Huda et Paola Anthony, pour avoir participé dans la section du panel. Je voudrais savoir si quelqu'un dans le public voudrait poser une question ou faire un commentaire. Vous pouvez le faire par le biais du Q&A ou bien par le chat. Claire Allen, qui fait partie de l'équipe Evidence-Aid, nous rappelle que si quelqu'un est intéressé à recevoir des informations d'Evidence-Aid, peuvent envoyer un email à info@evidenceaid.org et vous pouvez recevoir quelques sommaires systémiques qu'ils offrent dans leur site web. Merci beaucoup à vous tous. On a fini. Je vous rappelle que le 15 mars, nous aurons la deuxième version du cours sur l'évaluation des établissements sanitaires dans l'index de sécurité hospitalière. Si vous suivez nos réseaux sociaux, vous pouvez trouver plus d'informations sur la présentation de ce cours qui va être disponible en espagnol et en anglais le 15 mars. Et je finis par vous remercier. Peut-être Alex voudrait faire un commentaire final. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités et panélistes et bien sûr à Evidence-Aid. On va passer la parole à Luis Gabriel Cuervo qui va faire la clôture de cette section. Merci beaucoup, Alex. Je voudrais reconnaître le travail extraordinaire qu'on a fait. On a entendu parler sur les compétences incroyables de ce travail. Dans la partie opérative, les gens viennent avec leurs meilleures compétences aux équipes et en Evidence-Aid et dans l'OPS, il y a eu des équipes assez grandes et nous avons pu parler. Et je voudrais parler sur la stratégie et la vision, comme l'a remarqué la docteure Pontoni, parce qu'un élément essentiel a été de partir des besoins de ceux qui doivent utiliser cette information et il faut bâtir la confiance. Il faut confiance parmi les gens de la communauté, aussi confiance aux ceux qui prennent des décisions. Je crois qu'il est très important de dire qu'il y a eu cette interaction entre ceux qui prennent des décisions du point de vue de système sanitaire résilient aussi à la riposte aux urgences et ce qu'ils nécessitent pour se faire depuis l'épreuve. Cette information n'est pas dans le vide et c'est une information qui nous aide et qui va en avant des événements pour nous aider justement à être préparés et pour la riposte. Alors, je ferme comme ça. Je suis très content du fait que vous avez des équipes très compétentes, soit à l'OPS, à l'OMS ou à Evidence-Aid. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Cuervo, pour vos dernières paroles. Alex, je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires. Non?
Je voudrais simplement réitérer nos remerciements à vous tous, à tous qui ont fait partie de ce processus et aussi les pays avec lesquels on a fait ce processus. On aura le 15 mars le cours sur les systèmes hospitaliers résilients. On va vous passer le lien sur le chat et j'espère que vous pourrez être avec nous. Merci beaucoup par la modération, Tania et Gabriel, Mike, Paula, Kitia, etc. pour votre soutien. Merci beaucoup, Ciro et James. Merci. Merci à vous tous. Merci, au revoir.